Bienvenue pour Ici l'Europe qui se penche en cette période estivale sur l'économie de nos régions. Les plus pauvres d'entre elles sont fortement aidées par la solidarité européenne à travers le budget courant, mais aussi le grand plan de relance. Fin 2020, les 27 avaient accepté pour la première fois de toute l'histoire de s'endetter ensemble pour dynamiser, numériser, verdir leurs économies à hauteur de 800 milliards d'euros. Résultat, ce sont les pays du Sud qui font figure de bons élèves pour ce qui est de l'absorption de ces fonds post-Covid. Nous parlons de ces aides avec Younous Omarjee. Bonjour. Vous êtes Bonjour. Le président de la Commission du développement régional au Parlement européen depuis 2019, eurodéputé de la gauche qui correspond à LFI, la France Insoumise en France. Alors pour vous, est-ce que cette politique de redistribution, de cohésion de l'Union européenne a bien fonctionné face à une pandémie, puis maintenant on a envie de dire aussi à une guerre en Ukraine et ses conséquences? D'abord, permettez-moi de vous dire qu'en tant que député européen de la gauche et de la France Insoumise, je suis très à l'aise dans ces responsabilités parce que la politique de cohésion porte un objectif qui est très vertueux, qui est l'objectif d'égalité. La politique de cohésion a permis de tempérer considérablement les impacts de la crise. Il faut avoir en tête que c'est le premier levier d'investissement de l'Union à travers les fonds structurels. C'est quasi un plan Marshall permanent à l'échelle de l'Union européenne. Et tempérer les impacts, c'est très important pour nos petites entreprises qui, pour certaines, pendant la pandémie, étaient menacées de fermeture. Et nous avons pris des mesures d'urgence pendant la crise pour soutenir par exemple le chômage partiel, et puis nous avons apporté notre contribution pendant la crise aussi pour sauver des vies, parce que souvenez-vous, les régions, y compris les régions françaises, avaient du mal pour acheter des masques, pour acheter des respirateurs artificiels, et nous avons mis sur la table un plan pour les aider. Mais après, il y a eu en plus le fonds de relance pour justement nous extraire de cette crise. À l'échelle de l'Union européenne, un tiers de ce pactole seulement a été déboursé. Ce sont les pays méditerranéens, l'Italie, l'Espagne en tête, la France qui a débloqué un tiers des 40 milliards d'euros promis, qui est dans la moyenne aussi, qui sont le plus en avance. Et certains d'ailleurs n'ont pas du tout utilisé ce plan de relance. Comment expliquer de telles disparités? D'abord, les pays du Sud, l'Italie en particulier, ont été les plus impactés par la pandémie du Covid-19. Le secteur touristique a été au bord de l'effondrement. Et beaucoup de pays du Sud qui dépendent, je pense aux îles en particulier italiennes, aux îles grecques, ou des petits pays comme Malte ou Chypre, étaient effectivement très affectés. Et dans certains pays, effectivement, qui ont aussi aujourd'hui une relation un peu différente avec les institutions européennes, ce plan de relance n'a pas été utilisé. Et je pense que cela doit tout de même nous interroger. J'ai effectué un déplacement il n'y a pas très longtemps en Irlande et j'ai entendu un discours qui est un discours un peu de recul par rapport à l'Union européenne ou dans d'autres pays comme la Finlande. Donc tout ceci est motif d'inquiétude, mais le plan de relance a joué son plein effet. Cela montre que lorsque l'on met de l'argent sur la table, lorsqu'on ouvre un peu les vannes, eh bien on peut à ce moment-là atténuer les impacts négatifs d'une crise, atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en matière de croissance et en matière d'emploi. Et cela devrait faire réfléchir toutes celles et tous ceux qui veulent qu'on revienne dans les clous des règles de l'orthodoxie budgétaire. Alors précisément, j'ai envie de vous dire, vous êtes très défenseur des régions ultra-périphériques, et vous-même originaire de La Réunion. La Réunion, 870 000 habitants qui bénéficient de 1,4 milliard d'euros de fonds structurels. C'est, vous le soulignez régulièrement, 3 fois plus que le Danemark. Mais d'abord, est-ce que c'est justifié? Est-ce que les Danois seraient contents d'entendre ça? Moins on est une région développée,
et plus on bénéficie de la solidarité de l'Union européenne. Donc ça, c'est la face qui est une face très positive de l'Union européenne et qui est celle de la grande politique de cohésion et de la grande politique régionale. Lorsque je suis parti en Finlande, j'ai rencontré le ministre de l'économie et il me disait, nous sommes un pays contributeur net, nous mettons 3 € au budget de l'Union et nous n'en recevons qu'un. Et nous pouvons également, nous, être satisfaits de la contribution que nous apportons à la solidarité de l'Union. L'Union européenne, c'est aussi et c'est d'abord cela. Et à l'île de la Réunion, je faisais remarquer que les Réunionnais doivent avoir conscience, comme vous le dites, qu'ils sont plus soutenus que des pays qui ont des millions et des millions d'habitants. Mais la réalité, c'est que nous sommes très en retard encore par rapport au niveau de convergence que nous voulons atteindre. Et c'est l'objectif de la politique de cohésion. Permettre le rattrapage des retards, réduire les fractures. Au passage, vous déplorez le refus de la Commission européenne d'autoriser des aides pour renouveler les flottes de pêche dans les Outre-mer. La pêche, c'est évidemment une ressource essentielle, mais d'un certain point de vue, est-ce que ça n'est pas aussi une façon de protéger les poissons, on a envie de dire, de la Commission européenne? Et je suis le premier ici au Parlement européen à porter ce combat pour la défense de nos océans, des grands fonds marins qui sont devenus de véritables cimetières avec la pêche industrielle. Mais nous devons, dans les régions ultrapériphériques, corriger une injustice. Parce que 99% des captures dans l'océan Indien sont le fait des grandes flottes industrielles européennes et internationales. Et ce ne sont pas les petits pêcheurs réunionnais qui créent les désordres écologiques. Donc, ce que nous avons demandé à la Commission européenne, ce qu'elle a accepté d'ailleurs au départ, c'est de pouvoir moderniser non pas les grandes flottes, mais les petites barques des pêcheurs artisans. Et nous faisons le choix du développement d'une petite pêche qui participera par ailleurs au développement régional, c'est-à-dire transformer le poisson, débarquer le poisson à La Réunion, le transformer et le commercialiser. Parce qu'on est dans une situation aujourd'hui où on marche sur la tête. Dans une île, on importe du poisson. Bon. Et on ne le pêche pas et on ne contribue pas au développement. Donc tout ceci doit être corrigé et il y a un certain nombre d'obstacles qu'il faut lever dans les règlements européens. Alors sur le caractère insulaire, notre équipe est allée enquêter sur l'utilisation des fonds de cohésion pour une autre île que la vôtre, la Guadeloupe, département d'outre-mer français dans les Caraïbes. Les projets pour assainir l'eau sont ambitieux, mais les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, comme nous le montrent nos reporters Luc Brown et Johan Baudin. Rouillé, troué, ébréché, 60% de l'eau potable de l'île est perdue lors de son transport dans ces tuyaux hors d'âge. L'Union européenne a déjà investi 70 millions d'euros pour rénover ce réseau en perdition et 80 millions d'euros vont encore être engouffrés jusqu'en 2027. Mais surtout, l'État a mis fin aux multiples régies municipales qui étaient en charge de la distribution d'eau. Il faut que nous apprenions de nos erreurs, à savoir des petites régies éclatées qui sont dans l'incapacité à porter des investissements lourds, un service d'exploitation défaillant par manque de compétences pour pouvoir aller sur les projets. En 2021, les autorités françaises ont créé une entité unique pour gérer l'eau en Guadeloupe. Et Paris impose 6 assistants techniques et un nouveau directeur général délégué a été nommé. Cette nouvelle direction promet des améliorations d'ici la fin de l'année, mais la tâche est immense. Les réseaux sont très dégradés. Il faut faire 80 millions d'euros de travaux pendant 10 ans. La Guadeloupe, on ne l'a pas fait pendant des années. Et donc si aujourd'hui même on nous fait un chèque d'1 milliard, on est incapable de faire 1 milliard d'euros de travaux en 2023. Sur les 17 usines de traitement des eaux de l'île, dont certaines sont cofinancées par l'Union européenne, seules 2 fonctionnent correctement. Et la majeure partie des eaux usées ici continuent d'être rejetées dans la mer des Caraïbes.
Voilà, Younous Omarjee, le tableau est moins idyllique que la carte postale. Quand même, dans de nombreuses îles, on constate des capacités d'absorption des fonds européens limitées, des recentralisations nécessaires, ça a été le cas pour gérer finalement les dossiers, éviter les gabegies, des installations flambant neuves à l'arrêt. Ça inquiète aussi un peu les États membres et vous? Bon, d'abord, arrêtons-nous, si vous le permettez, une seconde sur la question de l'eau. Le reportage que vous avez passé est accablant en réalité. Et c'est une situation que l'on retrouve à Mayotte, globalement dans les Outre-mer, où aujourd'hui les populations sont face à des coupures d'eau permanentes et n'ont pas toujours accès à l'eau potable. Et lorsque je suis parti en Slovaquie, je me suis rendu compte que ce qu'on appelle les communautés marginalisées, à savoir les Roms, étaient confrontés aux mêmes situations. Et je pense que c'est une honte pour la France, que dans ces Outre-mer, les conditions primaires de vie digne ne soient pas remplies. Est-ce qu'on n'a pas eu tort de donner la gestion aux régions qui ne sont pas toujours capables et aux collectivités locales de faire face? Et c'est pourquoi je demande aujourd'hui que l'Union européenne, sur les objectifs ciblés, qui doivent être plus ciblés de notre politique de cohésion, mette en place un plan pour que plus un seul citoyen européen ne soit privé d'accès à l'eau potable. Mais il est vrai qu'il y a un certain nombre de facteurs régionaux, nationaux, qui font que on se retrouve dans cette situation. Le contribuable européen pourrait dire que son argent n'est pas très bien utilisé, ni efficacement. Et c'est une question qui se pose effectivement. Regardez Mayotte. L'investissement de l'Union européenne, à travers les fonds structurels, est important. Mais le résultat, c'est que nous n'atteignons pas, pour parler dans un langage un peu techno, nous n'atteignons pas la performance pour les fonds européens. C'est-à-dire que les objectifs que nous avons fixés pour le développement ne sont pas remplis. Pourquoi? Lorsque l'État membre déserte les investissements dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la sécurité, sur ses compétences régaliennes, comment voulez-vous que les fonds européens qui arrivent en cofinancement puissent atteindre leurs résultats? Donc, en même temps que l'Union européenne fait les efforts vis-à-vis des régions ultrapériphériques, la France doit amplifier son action, et non pas parce que nous avons des fonds qui viennent en complémentarité. Et il y a une tendance aujourd'hui à ce que l'État utilise les fonds européens pour pallier, pour masquer son manque d'engagement dans les Outre-mer. Alors parlons un peu d'un tout autre sujet, inflation, qui évidemment passionne les Européens. Les gouvernements portugais, espagnols, gouvernés à gauche et même italiens à droite, ont énoncé de vives critiques vis-à-vis de la Banque centrale européenne en ayant augmenté ses taux de façon vertigineuse de moins 0,5% à 3,5% en 11 mois pour lutter contre cette inflation, justement. C'est une institution indépendante, certes, mais pour vous, elle va trop loin, justement, en tant qu'élu de gauche. Comment vous jugez? Oui, parce que nous pensons que nous devons avoir la maîtrise de la politique monétaire de l'Union européenne. Et nous voyons bien d'ailleurs les distorsions, les difficultés qui peuvent exister entre d'une part la politique mise en œuvre par la Banque centrale européenne et d'autre part des objectifs politiques qui sont définis ici dans le Parlement européen. Donc la politique doit être présente, et la Banque centrale européenne, il ne s'agit pas de dire qu'elle ne doit pas être en soi indépendante, mais elle doit tout de même se conformer à la volonté des peuples européens. Et en la matière, elle adopte une politique qui bien souvent
a été une politique qui, sur bien des points, pouvait être contestée. Terminons quand même sur une politique plus politicienne à l'approche quand même des élections européennes. Dans moins d'un an maintenant, pour modifier cet hémicycle, votre parti, alors vous êtes le parti de la gauche au Parlement, la France Insoumise voudrait, en France en tout cas, faire liste commune ou une grande liste NUPES. Ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Il y a maintenant une candidate, une chef de file des Verts qui s'appelle Marie Toussaint, etc. Vous regrettez qu'on n'arrive pas à faire une alliance avant les élections ? Je pense que cette alliance a du sens. Et ce que risque d'être le futur Parlement européen, une extrême droite extrêmement renforcée, avec sans doute une nouvelle coalition sur certains textes, c'est-à-dire les textes écologiques, les textes sociaux les plus ambitieux ou les textes féministes, par exemple, une nouvelle alliance réactionnaire entre le PPE, le CR et l'extrême droite. Donc la droite traditionnelle, mainstream. Oui, pour faire obstacle à ces avancées et à mettre un point final au progrès, nous devons nous donner toutes les chances pour être plus forts et pour être ensemble. Il faut dire qu'il y a également des différences entre nous. Nous avons chacun notre identité, notre singularité, notre vision, parfois qui peut diverger, mais nous pouvons nous mettre d'accord sur ce qui va en réalité gouverner l'action du Parlement européen pour les 5 années à venir. Et croyez bien que si cet accord ne se fait pas, j'espère qu'il se fera, mais si cet accord ne se fait pas, nous sommes prêts, totalement prêts pour aller à la bataille. Merci à vous, Younous Omarchi, d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24. Vous restez sur nos antennes pour plus d'informations.